Bonjour à tous, je suis Olivier Ritt, le directeur du Gérontopole Sud, et je suis heureux de partager avec vous et le reste de l'équipe du Gérontopole Sud, puisqu'ils sont en modérateur, Audrey et Thierry, ce sujet euh, passionnant et très structurant qui est la détection de la fragilité. Sur le plan technique, pas de panique. Le détail de ce qu'on va regarder et discuter ensemble se trouve d'une part sur le dossier de détection de la fragilité de notre site. D'autre part, le replay, le temps qu'on le numérise, qu'on l'intègre, sera disponible dans quelques jours également sur notre site. Et pour le déroulement de ce webinaire, vous pouvez effectivement poser vous pouvez poser des questions d'une part, et éventuellement sur les questions qui ont déjà été posées, vous pouvez éventuellement cliquer et voter pour souscrire également à cette question, ce qui lui donne du coup plus de poids. Eh bien, c'est parti. Ah, attendez, ça part, à condition que ça bouge. Voilà, la fragilité des personnes âgées, tout le monde en parle, surtout ces derniers temps. Mais de quel point de vue et sur quel plan on en parle? En ce qui nous concerne, on va pas faire aujourd'hui un cours de gériatrie. On n'en a ni la position ni la compétence, mais on va vous en parler du point de vue du Gérontopole Sud, qui a un rôle de fédération, de valorisation et d'innovation, et que donc qui synthétise de l'information, s'attache en particulier aux actions et aux réalisations, et aux actions et réalisations les plus innovantes, ce sujet étant d'actualité. Donc c'est de ce point de vue-là qu'on va en parler, avec une attention particulière sur comment on fait, de quelle manière on met en pratique. La fragilité des personnes âgées, tout le monde en parle, chacun à sa façon, puisqu'effectivement, c'est une notion gériatrique en premier lieu. Les gériatres se sont occupés et ont développé une approche et des outils, et le terme et le sujet de la fragilité des personnes âgées, en parlant en particulier de capacités intrinsèques, de leur déclin, des pathologies associées, et en développant des mesures et des outils. Les gens qui s'occupent de prévention en matière de dépistage de la fragilité vont vous parler de fragilité sur le plan donc de l'identification de population, et puis de façon de l'aborder, c'est-à-dire de motivation et tous les outils de la prévention sur lesquels on reviendra. Mais quand on parle de fragilité, on a aussi l'ensemble des acteurs sociaux qui peuvent en parler et qui parleront plutôt sous l'angle du risque des personnes et de vulnérabilité. La vulnérabilité étant en fait souvent attendue comme une condition supplémentaire d'aggravation du risque de fragilité. On en dira quelques mots. On va en parler sur le plan individuel, parce qu'il s'agit de prendre en charge des personnes. Donc chaque personne est différente, chacun chaque partie de son histoire, chaque cas est différent. On va parler d'une relation de personne à personne, de professionnel à bénéficiaire ou à patient. Mais on va parler aussi sur le plan collectif, puisque on va parler de détection, donc de population, de détection de masse, de probabilité et d'action collective, dans le fond, de santé publique. Et donc, on devra faire toujours le lien entre je m'occupe d'une personne à la fois et je gère une population dans sa globalité. On va aborder dans un premier temps les quelques notions essentielles et faire quelques rappels sur de quoi on parle exactement. Puis on viendra sur comment on fait, comment on peut mener une opération ou des opérations de ce genre, comment on peut l'intégrer dans sa pratique.
La définition de la fragilité, j'adore celle de la Société française de gériatrie et de gérontologie parce que je la trouve précise et complète. La fragilité se définit par une diminution des capacités physiologiques de réserve qui altèrent les mécanismes d'adaptation au stress. Et ça, je trouve que c'est un critère excellent, qui est de dire je vais bien, mais je n'ai aucune réserve physiologique face à la maladie, à la grippe, au Covid, ou psychologique, ou capacité de m'adapter au stress. Et ça peut aller jusqu'à, je sais pas moi, la fuite d'eau chez moi, le petit accident qui me dépasse et qui soudain me font basculer parce que je n'ai pas de réserve. Son expression clinique est modulée par les comorbidités et des facteurs psychologiques, sociaux, économiques et comportementaux. Donc là, on intègre bien cette vision gériatrique qui est, il n'y a pas que la médecine dans cette affaire. C'est l'ensemble des facteurs qui sont importants. Le syndrome de fragilité est un marqueur de risque de mortalité d'événements péjoratifs, notamment d'incapacité, de chute, d'hospitalisation et d'entrée en institution. On comprend bien pourquoi on s'intéresse à cette notion de fragilité, pourquoi les gériatres ont développé cette notion, cette idée de marqueur prédictif de ce qui va m'arriver de pas terrible et qu'il va falloir que j'anticipe ou que je sois capable de gérer. Enfin, l'âge est considéré comme un déterminant de fragilité, mais n'explique pas à lui seul ce syndrome. Pas d'agisme. Ce n'est pas parce que je suis âgé que je suis fragile. C'est justement pour ça qu'il va falloir détecter et pouvoir identifier ceux qui le sont de ceux qui ne le sont pas. 10, 30, 60 sont des pourcentages. Quand on applique sur une population d'ensemble de 65 ans et plus des critères de fragilité, on va trouver en moyenne environ 10% de la population qui est dépendante, 30% de la population qui est fragile et environ 60% de la population qui est robuste. Alors, ce schéma nous dit plusieurs choses. Il nous dit effectivement que de robuste à fragile, j'ai une réversibilité. C'est ce que souhaitent ou imaginent les gériatres. Et que donc, c'est pour ça que ça vaut le coup de travailler sur les fragiles, parce que ça me permet de revenir à une position de robuste et donc de pouvoir avoir un vieillissement heureux et qui se déroule bien. Alors qu'effectivement, quand de fragile, je passe à dépendant, on est en général irréversible sur les capacités qu'on a perdues et sur le cycle d'ensemble qui s'enclenche. Ces proportions, 10, 30, 60, nous disent donc plein de choses. Que en général et en moyenne, 60% de la population est robuste et va bien. Elle nous dit aussi, effectivement, que elle nous donne une indication sur le volume des fragiles. Quand je m'adresse à une population totale, je devrais normalement ou environ trouver 30% de fragiles, ce qui veut dire que je vais devoir intégrer ce volume et cette volumétrie dans les travaux que je vais devoir faire. Si je dois prendre en charge les fragiles, je sais que j'ai environ 30% de ma population de 65 ans et plus qui va être concernée. C'est essentiellement au domicile que l'on parle, puisqu'on parle d'une population générale et d'une population qui, a priori, est autonome. Juste pour rappel, en PACA, la très grande majorité de la population âgée vit à domicile, c'est le cas dans le reste de la France aussi. Même si on prend les 75 ans et plus de 90% vivent à domicile, et même quand on prend les 85 ans et plus, 17% sont institutionnalisés, c'est-à-dire vivent effectivement en EHPAD ou à l'hôpital, mais que non plus de 80% de la population de 85 ans et plus vit au domicile. Et c'est donc là où ça se passe. Avec quand même en tête que sur les 80 ans et plus, pratiquement la moitié de ceux qui vivent à domicile vivent seuls. Pour terminer sur la volumétrie et cette approche effectivement populationnelle, je prends l'exemple de la région sud, puisqu'il est assez simple dans ces chiffres. Hein, la population au dernier recensement de PACA était de
5 millions, 21 000. Donc, mettons 5 millions d'habitants. En 2015, sur ces 5 millions, 1 million avait plus de 65 ans. Donc, c'est bien 1 million, 5 millions, 20%. Et sur cette population-là, la moitié, 541 000, avait plus de 75 ans. Une fois de plus, ces données sont importantes à avoir en tête en disant, quand j'aborde un territoire, une ville de 100 000 habitants, ou voilà, un ensemble, un canton ou un district de plus de 100 000 habitants, je sais que si je veux joindre les 65 ans et plus, je vais en avoir 20%, 20 000. Je sais que si je veux atteindre les 75 ans et plus, je vais en avoir 10 000. Et je sais que sur ces 10 000, je vais en avoir allez, environ 10%, je vais en avoir environ 1000 qui sont en EHPAD ou à l'hôpital, et que je vais donc 9000 que je vais devoir sonder ou dépister. Sur ces 9000, je sais que je vais en avoir environ un tiers, 3000 environ, qui seront fragiles. Donc, dans le dimensionnement de mon opération, il faut que je garde ça en tête. Petite parenthèse, ces données sont extraits de l'Atlas du vieillissement, qui est produit par l'Observatoire régional de santé en PACA, dont le site et l'outil Atlas du vieillissement est accessible, y compris depuis notre site ou en googlisant Atlas du vieillissement PACA, et qui vous permet en cliquant sur les communes qui vous intéressent, de dessiner votre territoire et d'avoir ces données de façon plus affinée. Et pour terminer là-dessus, si aujourd'hui on a 20%, 10%, on sait que dans les 30 ans qui viennent, la proportion des personnes de plus de 65 ans va passer à plus du tiers, de 20 à plus de 30%. Donc ce qu'on fait aujourd'hui sera encore plus vrai demain et servira d'ailleurs pour demain. Alors, une fois qu'on a parlé de la fragilité et de la population à laquelle on doit l'appliquer, on va parler maintenant de sa détection. La détection de la fragilité, c'est bien un repérage effectué dans la population générale autonome. Ce qui veut dire qu'a priori, c'est pas sur les personnes dépendantes, celles qu'on connaît le mieux, celles en particulier dans le système sanitaire ou dans les EHPAD on connaît, c'est pas à cette population-là qu'on s'adresse, c'est aux autres. Cette détection, elle s'effectue à l'aide d'une grille simple constituée de quelques questions. On va voir après les outils, de 7 à une quinzaine de questions qui permettent effectivement de faire la corrélation entre la réponse à ces questions simples et la probabilité d'être fragile et donc d'avoir effectivement plus de réserve et un risque de bascule très important. Donc, ce niveau de dépistage ne nécessite pas forcément de compétences médicales, puisque justement, on pense à s'adresser à une population autonome qui n'est pas malade ou qui n'est pas en prise en charge sanitaire et que on souhaite effectivement détecter. Et donc, on n'a pas besoin d'être médecin pour faire de la détection. Mais par contre, il s'agit d'outils d'évaluation de premier niveau. Une fois que j'ai détecté, il va falloir que j'oriente les personnes que j'ai considérées fragiles, voire même très fragiles, vers les services sanitaires ou vers les services sociaux adéquats en fonction des résultats obtenus. Donc, si je dépiste, je peux le faire sans être médecin. Par contre, il faut que je me préoccupe de comment je vais pouvoir orienter ceux qui en auront besoin. Et là, comme sur d'autres sujets, il est nécessaire de réaliser la détection de la fragilité chez les aidants informels. Si on prend la peine d'appeler, d'aller voir les personnes âgées de son territoire, ça serait quand même trop bête de passer à côté de leurs aidants qui, eux, en plus, ont un facteur particulier de risque qui est le fardeau ou le poids de leur aide. Et on sait par plein d'études que c'est un facteur en soi aggravant potentiel. Donc, quand je m'occupe des uns, j'oublie pas de m'occuper des autres. Une fois que j'ai dépisté, on a parlé effectivement il faut que j'oriente et que j'adresse. Donc, c'est toutes les notions qui sont autour du suivi gérontologique. L'outil majeur étant l'évaluation gériatrique standardisée, qui est une évaluation multidimensionnelle réalisée par une équipe médicale expérimentée et formée à sa réalisation. Dans un certain nombre de cas, puisque c'est un acte médical, il peut faire l'objet d'une délégation s'il est encadré par un protocole de coopération
validé par l'HAS. Et donc là, on rentre vraiment, pour le coup, pour ceux qui en ont besoin, dans cette vision gériatrique. Le GS, d'ailleurs, outil diagnostique gériatrique, ne permet pas de détecter la fragilité. Le GS peut s'avérer normal chez des sujets autonomes qui présentent néanmoins des critères de fragilité. Ce processus gérontologique, évidemment, une fois qu'on a diagnostiqué, eh bien, il aboutit naturellement au plan personnalisé de soins, puisqu'il s'agit de prendre en charge et de traiter les fragilités, les faiblesses identifiées, et enfin la mise en œuvre d'actions de prévention pour tous. Aussi bien d'ailleurs pour les robustes que j'ai contactés et qui ont besoin d'entretenir cette robustesse, que pour les fragiles qui ont besoin particulièrement de renfort pour pouvoir revenir à un état le plus stable et reconstituer d'une certaine façon leurs réserves. Donc du coup, la prévention, c'est une dimension extrêmement importante de l'ensemble de ces opérations et de ces actions. Quand on parle de prévention, on va en premier lieu, parce qu'on sait que c'est un des facteurs les plus déterminants, parler d'activité physique, parce qu'elle permet à la fois de lutter contre la sédentarité, les difficultés de mobilité, améliorer le statut fonctionnel, prévenir les chutes. On sait depuis très longtemps qu'il y a une corrélation forte entre activité physique et moindre risque cardiovasculaire. On sait depuis un moment aussi qu'il y a une forte corrélation entre activité physique et prévention ou accompagnement du cancer, aussi bien avant que pendant le traitement qu'après. Et on sait maintenant depuis peu qu'on a établi des corrélations indiscutables entre activité physique et prévention du risque de troubles neurodégénératifs ou de troubles cognitifs. Donc, on comprend bien que c'est un des piliers de l'action qu'on va devoir mener. On va parler forcément, très certainement, de nutrition. Et dans ce cas-là, ce serait dommage d'oublier l'hygiène bucco-dentaire. On va parler de prévention, d'actions de prévention directement sur la cognition et le neurodégénératif, et puis de plein d'autres sujets encore. Globalement, sur la prévention, on a de nombreuses ressources nationales, aussi bien que régionales. On a des acteurs, des programmes régionaux, nationaux, locaux, beaucoup d'acteurs engagés, caisses, communes, associations qui sont très engagées dans ce domaine. Il y a sans doute en matière de prévention encore des compétences à développer, et en particulier du côté des soignants. C'est pas parce que je suis médecin ou infirmière que je suis un expert en prévention. C'est pour ça d'ailleurs que il y a des qualifications complémentaires à obtenir. Et là, c'est sûr qu'on a sans doute encore des progrès à faire. Et puis, quand on s'occupe de prévention, on peut pas négliger les conditions sociales, en particulier d'accès à la prévention. Est-ce que je suis informé? Est-ce que physiquement je peux y aller? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Et donc, on peut faire tous les ateliers les plus merveilleux du monde en matière de prévention. Si les gens n'y viennent pas, eh ben, on a raté notre cible. Et donc, on peut pas concevoir de la prévention sans penser effectivement à comment les gens vont être touchés, comment je vais les faire venir. Il y a des publications extrêmement intéressantes qui ont été faites, par exemple, à Nice sur quand j'ai un parcours de santé, mais que j'ai en plus quelqu'un qui m'appelle et qui me dit viens, venez ou je viens vous chercher et vous accompagne, et donc on obtient des résultats nettement supérieurs. Il y a beaucoup de littérature et surtout d'expérience sur le sujet. On va passer rapidement ces notions, une fois de plus, hein, le détail, les références, les sources, vous pourrez les trouver sans problème sur notre site. Et bien, comment on peut faire? Comment on conçoit une action de dépistage de la fragilité? Il s'agit d'agir sur l'ensemble des composantes de l'accompagnement du vieillissement. On a bien dit dépistage. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des compétences et des capacités d'action sur la façon de toucher les gens. Il faudra d'ailleurs la question de est-ce qu'il faut que je les touche de façon exhaustive ou de façon ciblée. Et il faut que je touche une population a priori autonome. Ces compétences-là, ces métiers, ces savoir-faire-là, ils sont plutôt chez les acteurs sociaux, les intervenants au domicile, qu'ils soient sanitaires ou surtout services à domicile, sociaux, parce que pour arriver à rentrer chez les gens
à pouvoir les accéder, à avoir les fichiers de leur numéro de téléphone. C'est pas le fichier des malades, c'est ceux d'une population donnée. Donc, on a besoin de ces savoir-faire et des acteurs qui portent ces savoir-faire. On a bien sûr besoin du diagnostic. Une fois que j'ai dépisté, on a dit qu'il fallait diagnostiquer. Donc là, on est en plein dans les savoir-faire gérontaux, thérapeutiques et projets personnalisés. Donc là, on est d'une façon générale dans les acteurs sanitaires qui sont en mesure de diagnostiquer, aussi bien en ville que dans que dans les établissements. Là, il y a des choses assez larges. D'ailleurs, des équipes mobiles, des réseaux, etc. Sur le sujet, on a besoin de ces compétences pour pouvoir conduire son action. Mais on a aussi besoin, on l'a évoqué tout à l'heure, de compétences de prévention. On a dit que d'ailleurs, il fallait les développer. Et donc, il faut de la proximité pour arriver à mener ces actions de prévention. Il faut avoir des savoir-faire motivationnels. Il y a plein de choses sur le sujet. Et il y a typiquement, pas mal d'acteurs, souvent les CCAS, les caisses, les associations et tant d'autres qui sont capables de mener ça. Et enfin, en matière sociale, on a besoin de savoir-faire administratif, financier, de capacité à établir le lien social avant et après aussi, de facilité de transport, etc. Je lisais il n'y a pas longtemps le dernier observatoire d'ErgoCall qui a été fait sur la base de 3000 personnes âgées appelées durant le confinement et qui relevait que 62% d'entre elles ne connaissaient pas leurs droits. Ils avaient le droit à des aides, ils avaient le droit à des aides financières ou sous une forme ou sous une autre, et ils ne le savaient pas. Donc on voit bien que ce savoir-faire, il est aussi indispensable. Et il est effectivement plutôt porté par les CCAS, les caisses, les associations sur le sujet. Ce tableau, il est fondamental, puisqu'il nous donne effectivement, de façon extrêmement simplifiée, la vision de mener une action de détection de la fragilité, c'est d'être capable de combiner les capacités de dépistage, savoir aller voir, toucher les gens, de diagnostic, les orienter et traiter les problèmes que l'on a dépistés, savoir mener des actions de prévention et savoir avoir des savoir-faire sociaux, puisque une fois de plus, on a tous en tête que, alors, selon les auteurs et les études, les facteurs déterminants de la bonne santé d'une population dans son ensemble, le système sanitaire, c'est entre 25 et 40%. Ce qui veut donc dire, alors à part les 9 ou 10% qui sont liés à la génétique propre de cette population, le reste, c'est l'environnement et les facteurs sociaux et économiques. Donc, une population en bonne santé ne peut pas se passer de l'action et du savoir-faire social. Être capable de combiner ces 4 grandes dimensions et de faire travailler ensemble les acteurs correspondants. De quelle manière? Donc, les outils, ça s'appelait bien. Les outils, on aime bien en France les outils. Il faut savoir que les outils de dépistage, ils existent déjà. Ils sont éprouvés, testés, vérifiés, et ils sont gratuits, accessibles pour nous tous. Ils n'ont de sens que s'ils sont insérés dans un projet global et l'organisation qui va avec. Donc, on ne raisonne jamais sur je choisis mon outil, puis après je vais voir comment on va s'organiser. C'est bien sûr, tout le monde le sait bien, l'inverse. Comment je vais travailler, sur quelle population, avec qui, comment je vais faire circuler l'information entre les acteurs qui vont contribuer et les partenaires qui vont m'aider à le faire. En fonction de ça, de mes objectifs, de mes possibilités, je vais choisir l'outil, pas à l'inverse. Les outils, il y en a 3 grands aujourd'hui qui sont vraiment faits pour ça et accessibles. En premier lieu, l'outil de dépistage ICOP, qui est développé par le Gérontopôle de Toulouse sur la base du programme Soins intégrés de la personne âgée de l'Organisation mondiale de la santé, qui a donné lieu à un développement sur smartphone qui s'appelle ICOP Monitor. Donc, vous voyez
le petit dessin, qui s'attache en particulier à la couverture des fonctions intrinsèques, enfin pas en particulier, uniquement aux capacités intrinsèques dès l'étape du dépistage. Et donc, on va tester la marche, la mémoire, la vue, l'ouïe. C'est donc en fait une démarche, puisqu'il se préoccupe des capacités intrinsèques, hein, vraiment, c'est une démarche médicale et soignante gérontologique. Ça a l'avantage d'ailleurs, quand on s'investit effectivement avec cet outil, ou quand on l'utilise comme support, de renforcer cette approche, formation, mise en place de capacités d'évaluation gériatrique, parcours de soins. On voit bien que du coup, que les professionnels de santé qui sont mis, ou les réseaux qui sont mis à utiliser ECOP, avancent dans ce sens-là et renforcent leur savoir-faire sanitaire, gériatrique et gérontologique. Il est facile d'utilisation par des soignants formés. Le gérontopole de Toulouse dit que ça peut être utilisé par tout le monde, mais il faut, pour un certain nombre, appliquer des tests. Il faut que ce soit rigoureux pour que l'outil fonctionne bien. Donc, c'est quand même plutôt pour des soignants. Il est plus adapté à une démarche sanitaire au long cours. Je fais un travail de fond sur ma population, qu'à une démarche sociale de première intention, de masse ou de crise. Il n'est pas fait pour faire des appels téléphoniques. Donc, si je veux vite savoir si à un moment donné une population va bien, parce qu'il y a le Covid, parce qu'il y a la canicule, eh ben, il est un peu moins adapté pour ça et plus pour vraiment identifier les problèmes de fond de ma population. Le deuxième outil, c'est Prisma 7, qui est développé par l'université de Sherbrooke. Prisma 7 comme 7 questions. C'est le plus court, le plus simple. Il est conçu pour les 65 ans et plus, mais il recommande de cibler dans un premier temps les campagnes de repérage vers les 75 ans et plus. C'est ce qu'a fait, par exemple, la région du Frioul, Vénétie, Giulia, sur des populations assez importantes, en ciblant les 75 ans et plus, qui n'étaient pas en institution ou pas en EHPAD. Donc, comme il est très simple, il aboutit qu'à 2 décisions. J'ai rien à faire ou en dehors de la prévention, ou je dois orienter vers une évaluation plus approfondie. Par contre, le résultat de l'application de ces 7 questions ne va pas me donner beaucoup d'indications sur les risques spécifiques. À l'issue de ça, donc quel est le problème en priorité? Eh ben, c'est moins spécifié. Du fait de sa simplicité, il donne d'ailleurs la priorité à l'auto-évaluation. Il peut être évidemment administré par téléphone, mais on peut le laisser aussi dans les consultations, dans les dispensaires, pour que les personnes répondent très simplement à ces 7 questions, ou que son aidant puisse le faire. Il est facile d'utilisation par des tiers non soignants, en face à face ou au téléphone, et donc il est plutôt rapide à réaliser. Entre les deux, entre le plus, j'allais dire, médical ou soignant et le plus social et plus général, se trouve Esogère 1, qui est développé par l'université de McGill, qui, lui, va couvrir à la fois les besoins, l'analyse des situations spécifiques médicales, mais aussi sociales, puisqu'il va même, d'ailleurs, jusqu'à faire un mini-ZARIC pour les dents, s'il y a lieu. Donc, on va dire, c'est lui qui couvre le plus largement le spectre et qui est le plus universel, on va dire, le spectre le plus large. Il est facile d'utilisation par des non-soignants, puisqu'il n'y a pas de test ou de mesure à appliquer. On ne fait que répondre à des questions. Il dispose d'un module préalable de crise, c'est-à-dire que au début du questionnaire, les toutes premières questions portent sur le Covid, quelques questions qui permettent de dire « Ah, il y a un risque Covid, il faut orienter vers là ou pas ». On vient de développer avec les 5 questions qui permettent de répondre au risque canicule. Ah, il y a un risque canicule spécifique ou pas. Et après, il aborde de façon plus large les déterminants médicaux et sociaux de la fragilité. Dans sa version française actuelle, cet outil n'a pas d'enregistrement des données sur un serveur, ce qui veut dire qu'on n'a pas de contraintes RGPD, on n'est pas en train de ficher les gens. Par contre, il n'y a pas du coup d'exploitation numérique des données.
je ne peux pas pouvoir faire de statistiques, de transmission numérique directe, de fichiers ou de relance automatique, etc. Ce que je peux faire, c'est tout bêtement imprimer le résultat, ça c'est sûr, en garder la trace, la scanner ou la mettre dans mon dossier si jamais j'ai besoin de m'en resservir. Voilà ce qu'on peut dire sur les grands outils qui sont à votre disposition. Les trois sont gratuits. Construire son projet proprement dit, ou intégrer une action de détection de fragilité dans les projets d'action ou dans le plan d'action qu'on peut avoir. On a bien vu qu'il fallait être transversal. Donc, on va forcément, et c'est pour ça qu'on vous l'indique en prérequis, des prérequis sans doute que vous avez déjà, s'appuyer sur la connaissance que l'on a de son territoire. J'ai fait un diagnostic de territoire concernant mes personnes âgées. Je connais les partenaires gérontaux et gériatriques de mon territoire. Je connais mes partenaires sociaux. Je les ai identifiés. Je sais ce qu'ils font. Je connais les parties prenantes globales sur le sujet. Et donc, voilà, la plupart des acteurs ont ça, mais c'est vraiment le point de départ initial. Et si on l'a pas, ben, il faut s'y mettre. Ça permet du coup, dans la démarche et la construction de l'action qu'on va vouloir mener, et ben, élaborer les objectifs. Et pour ça, on va commencer par qu'est-ce que je suis capable de faire moi. Ça, c'est voilà, le côté français sur je m'occupe de plus des autres que de moi-même. Et donc, moi, qu'est-ce que, dans ces 4 compétences, dans ces 4 temps qui sont souvent ensemble, hein, moi, laquelle je vais pouvoir assurer. Je suis fort parce que je connais, j'accède, parce que je suis une société de services à domicile, ou parce que je suis un CLIC ou un CCAS, et que accéder à la population, je sais faire. Donc, je vais réfléchir à ça. Du coup, je vais réfléchir à ce que je ne sais pas faire. Ou si je suis je sais pas moi, un groupement sanitaire, je sais bien diagnostiquer. J'ai peut-être un hôpital de jour, j'ai des possibilités pour faire ça. Et par contre, j'ai pas forcément accès à la population. Donc, qu'est-ce que je sais faire? De qui je vais avoir besoin? Travailler avec ses partenaires pour dire, on est bien d'accord que si je vous les envoie, vous pouvez les prendre en charge. Vérifier les capacités des acteurs à absorber l'activité. Si je fais une grande campagne et puis que derrière, je vous envoie du monde, ou si je fais appel à vous, on n'a pas parlé sur le plan prévention, j'identifie plein de besoins de prévention. Vous qui êtes les rois de la prévention, est-ce que vous êtes prêts à m'aider sur le sujet? Donc, il faut faire ça et puis commencer à formaliser tout ça. C'est quoi l'organigramme d'orientation quand j'ai dépisté? Dans ce cas-là, j'envoie plutôt au CLIC. Dans ce cas-là, j'envoie plutôt à l'hôpital. Dans ce cas-là, j'envoie plutôt chez le médecin traitant, etc. Il va falloir les écrire, les dessiner, vérifier qu'on a les compétences nécessaires. Et puis, du coup, on va se préparer. Voilà, un processus global, compétences, outils, communication. C'est un point extrêmement important sur les 2 plans, interne et externe. Communication interne. Comme je vais devoir travailler avec plein d'autres, il va falloir que je m'assure qu'au sein de ma propre organisation, tous les acteurs, tous les agents de ma propre organisation sont bien au courant de l'opération, sont bien au courant de ce que les autres font, et que effectivement, quand je suis engagé en tant que acteur, agent dans une partie, quelle qu'elle soit, un dépistage, diagnostic, prévention ou social, je sais que au plus près du terrain, chacun des acteurs sache le rôle que nous on joue, le rôle que jouent les autres. Ça demande beaucoup de communication interne. Et puis, comme effectivement, on s'adresse à une population complète, il va falloir effectivement investir et concevoir, préparer sa communication externe. On voit par exemple en Italie, quand ils ont utilisé Prisma 7, ils sont très contents parce qu'ils ont fait d'énormes campagnes d'information sur les réseaux par tous les moyens, et ils ont environ 65% de répondants, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et pour ça, ils ont investi beaucoup dans leur communication. Donc ça se prépare, ça.
Après, il s'agit juste de faire, et puis bien sûr d'évaluer, donc d'avoir réfléchi avant à l'évaluation. Et là, j'allais dire, on peut faire des choses très sophistiquées, académiques, universitaires même, mais on peut faire aussi des choses extrêmement simples. Il faut se préparer à avoir de quoi recueillir au minimum les flux et les volumes. Combien de personnes j'ai touchées? Combien de personnes j'ai orientées? Combien de personnes dans ce cadre-là ont fait l'objet d'un suivi ou d'une action de prévention? Si on arrive à avoir déjà juste ces quelques grandeurs, ces ordres de grandeur, ou ces chiffres précis, si tant qu'à faire, eh ben c'est des superbes indicateurs qui nous permettent de réfléchir du coup à comment j'entame l'étape suivante, comment je prépare la suite, je corrige ce qui a besoin d'être corrigé. Il n'y a pas besoin de plus et c'est déjà beaucoup. C'était de la théorie, hein. C'était des beaux tableaux. Ils sont indispensables hein, parce qu'ils permettent de structurer la réflexion et surtout de partager à plusieurs la démarche que l'on va devoir conduire. Mais dans la vraie vie, il faut passer du rêve. Alors, ce type d'action, pour moi, c'est un rêve parce que c'est transversal, prévention, sociale, prise en charge de tout ça. Donc ça met en œuvre tout ce dont on rêve en matière d'accompagnement du vieillissement, de gériatrie, de gérontologie, de tout le monde. Donc c'est merveilleux. Donc rêvons ensemble de ça. Par contre, passons à la réalité. Alors en particulier, effectivement, comme on est des Français, on fait le tableau avec tout ce qu'il faut faire. On aime bien cartésien, rationaliser avant. Et puis, soit c'est trop compliqué, et ben du coup on fait rien. Et soit effectivement c'est trop compliqué, trop compliqué, du coup on le fait pas. On dit bon c'est pas grave, on y va, on part. Alors qu'on voit, on l'a vu chez les Italiens, on peut le voir chez les Scandinaves ou les Anglo-Saxons. Il y a bien l'idée de je pars pas en randonnée en tongs. Je peux pas tout prévoir, mais j'ai une crème solaire et une bouteille d'eau avec moi. Et donc je conçois mon système pour dire on ne peut pas tout prévoir, on va peut-être tomber sur des difficultés auxquelles on n'avait pas pensé, mais du coup, on s'organise pour ça dès le début. J'ai un comité de pilotage, des étapes de suivi, des révisions régulières, la possibilité de faire rentrer d'autres partenaires en cours de projet pour être capable de faire face. Donc c'est pas parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer ou qu'on ne peut pas tout prévoir qu'on ne doit pas s'organiser pour le gérer. Mais ça suffit pas parce qu'effectivement, on voit bien que ces opérations-là dont on rêve, et bien dans le fond, très peu aujourd'hui d'organismes, d'organisations, de territoires les font réellement. Très peu. C'était si simple, tout le monde l'aurait fait depuis longtemps. Mais donc, effectivement, cette réalité, elle est compliquée. Et du coup, pour arriver à l'appréhender, sans doute, on doit peut-être bien réfléchir à la cible de la population, de la première, en tout cas, de la première vague que l'on va faire, pour qu'elle soit à notre portée et qu'elle soit la plus pertinente possible. On voit par exemple les Italiens qui utilisent Prisma 7. Alors c'était vraiment une très très grosse opération. Ils ont commencé par 4 districts, puis après en 2018, en 2019 ils ont fait le double. Puis bon, en 2020 ils devaient encore doubler, mais là en 2020 ils ont dû s'occuper un peu d'autre chose. Mais voilà, ils ont dit, ben, on commence par un premier plus petit territoire avant de pouvoir étendre progressivement l'opération. On peut réfléchir aussi dans ce ciblage-là à une population particulière. En disant, ben, peut-être j'ai pas les moyens ou j'ose pas prendre toute la population, j'ai pas accès. Et dans ce cas-là, ce qu'on dit, c'est que si on peut réfléchir à toucher la population qu'on a le plus besoin, ça serait quand même pas bête, puisque c'est là où on aurait le plus d'impact. Donc la population qui va le moins à l'hôpital, au dispensaire, qui va le moins, s'il se rend pas au clic, qui va nulle part, etc., soit pour des raisons souvent de facteurs économiques ou de distance, etc., si jamais je cible dessus, si j'ai une action de type de médiation sociale, si j'ai une action de type population prioritaire, et que sur cette population-là, je vais mener mon opération de dépistage de la fragilité, c'est sûr que je vais scorer un maximum. C'est chez ces gens-là ou ces personnes-là que je vais détecter le plus de choses à faire.
et où le travail que je vais faire de prévention va toucher des gens qui sont jamais sensibles ou imperméables, même hors d'atteinte. Donc, ça vaut le coup éventuellement de réfléchir est-ce que je cible sur ceux qui en ont le plus besoin. Et puis après, je peux réfléchir aussi est-ce que j'ai un objectif à court terme parce que le Covid revient et que je voudrais juste à cette occasion vérifier que toutes les personnes âgées vont bien, parce que la canicule arrive peut-être au mois d'août et que je vais d'abord me préoccuper de ça en premier lieu, et puis qu'après tout le travail de mise en place de la prévention, je ne l'oublie pas, je l'ai bien intégré, mais je vais d'abord mettre mes forces sur le début du processus, celui du dépistage, ou au contraire pouvoir dire, eh ben moi, compte tenu de nos objectifs et de nos moyens, on va faire plutôt du long terme. Et donc, je ne vais pas appeler systématiquement toutes les personnes en difficulté ou en difficulté potentielle, mais je vais vraiment faire un travail de commencer à détecter et orienter le plus possible. Je peux cibler de cette façon-là. Une autre façon de passer du rêve à la réalité, c'est le noyau de partenaires actifs. On a bien vu qu'on avait besoin d'énormément de gens. Et donc, quand on a vu les quatre colonnes, en fait, ça fait 5, 10, 15, 20 partenaires différents. C'est difficile de mettre tout le monde d'accord. Et c'est souvent une des raisons pour lesquelles, du coup, on n'y arrive pas, on ne fait pas. Parce que ça prend trop d'énergie. Et puis, une partie de nos partenaires, à un moment donné, c'est pas leur truc. Ils sont sur un autre plan d'action, ils sont sur autre chose, et on aura du mal parfois à les faire rejoindre. Le tout dans cette affaire, c'est d'avoir un minimum de partenaires, ce que j'appelle un noyau actif, en disant euh, si je suis une CPTS et que je m'entends bien avec le CCS de ma mairie, peut-être on peut faire des choses. Et puis le GHT ou l'hôpital, il viendra derrière. C'est pas grave. On observe, par exemple, dans le cadre du Gérontopole Sud, pardon, du Gérontopole de Toulouse, qu'ils ont commencé, non pas à Toulouse, mais sur une commune de taille moyenne, 40 000 habitants, juste à côté. Et quand on leur a posé la question, de dire oui, mais alors si vous dépistez et puis que derrière tout le réseau était pas prêt pour prendre en charge et la prévention était peut-être pas au point, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils nous disent, ben justement, comme on a dépisté, on a pu identifier des volumes, identifier des natures de besoins qui du coup ont permis après de faire des choses sur le sujet. Donc on a travaillé en premier lieu avec certains, et puis la force et la réussite de ce que l'on fait que les partenaires inactifs ou hostiles, eh ben, ils finissent par composer ou voire même venir nous rejoindre. C'est très bien, et l'intégrer dans leurs propres objectifs. Donc on n'arrivera pas forcément toujours à avoir tout le monde dès le début, mais il nous en faut un minimum. Et donc enfin, jouer avec le temps, donc découper en phases. Voilà, je fais plus de dépistage et je tiens prêt la suite, mais je mets plutôt mon accent là-dessus. Et je tiens prêt les tuyaux pour être branchés pour l'étape 2, la phase 2, 6 mois après, 1 an après, pour compléter mon action et jouer sur cet effet de cliquer qui dit ce que j'ai déjà commencé à faire et qui est solide va permettre de construire la suite en développant et en utilisant ICOP, par exemple, en Occitanie, d'abord autour de Toulouse, ils ont formé sur toute la région 20 infirmières la première année, c'était il y a 10 ans. Puis 20 la deuxième année, et puis 20 la troisième année. Et donc, ils ont maintenant, effectivement, un niveau de compétence et une capacité de mettre en œuvre leurs outils de dépistage qui s'est progressivement étoffé et n'a jamais reculé. Donc, jouer avec le temps et l'effet cliquer, ça permet de dire, je cible et je commence progressivement sur le sujet. Voilà ce qu'on a pu nous observer sur le fait que c'était hautement souhaitable, passionnant, difficile, parce qu'en fait, pratiquement personne ne le fait réellement, hein, dans ces 4 composantes, et puis faisable ou abordable certainement en découpant, en ciblant, en jouant avec les acteurs, les partenaires les plus coopératifs pour commencer,
et en découpant les choses. Voilà ce que je pouvais vous dire. On a voulu garder un peu de temps avec vous sur les questions que vous avez pu poser. Pour commencer par les questions pour lesquelles la modération vous n'a pas donné de réponse. Et oui, importance de travailler en réseau, bien sûr. Mais j'allais dire, d'une certaine façon, si le réseau existe, et ben du coup, c'est plus facile de partager ce type de projet. S'il n'existe pas, c'est peut-être ce type de projet qui sont une façon d'introduire la coopération. En disant, bah tiens, on voudrait faire du dépistage de fragilité. Ah oui, on en a tous entendu parler. Eh ben, moi, je sais bien soigner, mais je sais pas aller bien contacter. Moi, je sais bien contacter, mais je sais pas aller bien diagnostiquer. Où j'ai besoin de voilà. Donc, c'est une façon éventuellement d'initier les choses. Alors, la place des médecins traitants et des infirmières libérales dans votre organisation. Ah, dans la vôtre, vous voulez dire. Dans l'organisation que vous voulez mettre en place, il y a plein de... Une fois de plus, hein, je vous ai pas présenté un modèle unique de mise en place d'actions de détection de la fragilité. Je vous ai présenté plusieurs outils, je vous ai présenté l'ensemble des composantes et j'ai terminé par vous dire que il fallait peut-être commencer par l'une ou l'autre, en tout cas découper en étapes s'il y a lieu. On peut imaginer une action de détection de la fragilité très centrée sur des acteurs sociaux. Un CCAS, une mutuelle qui veut avancer sur le sujet et qui a la facilité de toucher les gens. Elle a les fichiers, elle a les annuaires, elle a une façon de contacter les gens et pouvoir administrer ça, ou un service à domicile qui va voir les gens et qui dit, à cette occasion, on remplit des petites questions et ça nous permet de vous orienter derrière. Et ben, ça veut dire qu'après, il faudra qu'ils travaillent et qu'ils passent le relais ou qu'ils se coordonnent avec ceux qui seront capables de faire le diagnostic pour les environ 30% de gens qui en relèveront. Donc, on n'est pas obligé d'être centré médical pour le faire. On a vu qu'il fallait qu'il y ait tout. Mais l'étincelle première ou l'énergie ou le pilote, il peut être prévention, il peut être sanitaire, il peut être social, peu importe, du moment qu'il fait le lien. Donc, oui, effectivement, en Occitanie, il y a des IDEL qui sont formés, donc c'est ce que je vous disais. ICOP a très structuré ça. Tant mieux. C'est-à-dire, ils peuvent pas se passer de l'action sociale, ils peuvent pas se passer de l'action de prévention. Donc, on peut être très médical, mais pas forcément. Alors, je vois une place accrue sera-t-elle faite aux diététiciennes? On est au cœur de tout ça. On l'a dit, on ne peut pas aller voir les gens, se rendre compte qu'il y a des problèmes de nutrition si à un moment donné, on n'est pas capable d'être, si on n'a pas dans son réseau ou au sein de son projet des gens qui vont être capables de prendre en charge, soit de façon directe et voire plus thérapeutique parce qu'il y a des problèmes de nutrition à traiter, soit de façon préventive parce que effectivement les diètes ont un savoir-faire particulier et plus développé que la plupart des soignants en matière de prévention sur leur domaine. Donc oui, il faut aussi avoir ce type de composantes, mais une fois de plus, il faut avoir des forces sociales pour être capable de contacter, d'aller voir les gens. Alors, la place des médecins traitants, ça on a déjà traité. Je regarde les questions qui ont le plus, qui ont le plus de votes. Oui, c'était celle-là, celle sur les médecins traitants, les diététiciennes. Alors, c'est une démarche sanitaire au long cours. Oui, parce qu'on voit que c'est le rêve de qui pourrait structurer toute notre action de tout le monde dans les 20 ans qui viennent, puisqu'elle est complète. Je détecte, je traite, je préviens et je m'occupe aussi de tout ce qu'il y a autour. Mais là aussi, ne restons pas français. Commençons. Faisons un petit bout sur une partie de population où
sur une première étape, et effectivement, ça pourra structurer la suite, ou en tout cas alimenter le travail que j'aurais envie de faire la suite. Et une fois de plus, on a dit, je m'équipe pour être capable de réagir. Au vu des premiers dépistages que j'aurais fait, je reconcerte mes partenaires et on décide ensemble de mettre le paquet pour aller toucher d'autres populations parce qu'on n'a pas assez touché de gens, ou pour mieux prendre en charge tel type de problème qui remonte et qui, dans notre territoire, est maltraité. Peut-être qu'à l'issue d'une première boucle de dépistage, on va mettre le doigt sur le fait que les capacités de prise en charge et d'accompagnement des troubles cognitifs sont pas suffisants. Et ben, ça nous donnera des priorités pour nos démarches suivantes. Donc, une fois de plus, comme elle est transversale, mais extrêmement pratique et pragmatique, elle touche les gens, eh bien, elle peut alimenter, bien sûr, des orientations futures. Ah, quel moyen de financement pour ce temps dédié sur le terrain? Deux choses. Premièrement, il faut que chaque acteur agisse dans son domaine. Grosso modo, que chacun fasse bien son boulot. Donc, il y a déjà aujourd'hui des gens et des moyens qui sont capables de contacter des caisses, des mutuelles, des clics, des services à domicile. Et ils le font tous les jours. Ils le font de fait aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des gens qui sont capables de diagnostiquer des hôpitaux de jour, des soignants qui sont à domicile. Il y a déjà tout ça. Il y a bien sûr des acteurs sociaux et il y a des acteurs de prévention. Sauf qu'effectivement, selon les règles de la CNSA, si l'atelier n'a pas 8 personnes, eh ben on le ferme. C'est bête, hein. Ce serait bien de les alimenter, les ateliers de prévention, quand il y a lieu. Des fois, ils sont superbes et il y a la queue, mais pas toujours. Et peut-être un peu moins en ce moment où les gens ont moins envie de sortir. Donc aujourd'hui, dans notre système actuel et les différentes composantes, pour l'essentiel, chacun sur la part de son travail est à peu près équipé pour. Ce qui manque, effectivement, on a parlé de communication et effectivement la mise en œuvre de quelques outils, c'est vrai. Mettre en place une plateforme pour appeler 3 ou 5 000 ou 10 000 personnes, c'est pas gratuit. Donc oui, il faut sans doute un peu de temps et d'énergie, d'argent, pour passer le cap et faire des actions significatives. Les Italiens avec Prisma 7, la première vague, donc la plus petite, c'était 4 secteurs de 50 000 habitants. Et eux, ils sont organisés pour ça, parce qu'un district sanitaire, pour eux, il s'occupe, il est médico-social et sanitaire, et il a les préventions, il a l'argent pour ça. Donc, il a fait son boulot pour 50 000. Bon, nous, on n'est peut-être pas obligé de faire aussi gros pour commencer, hein. Mais une fois de plus, que chacun fasse sa part et prenne la peine, deuxièmement, parce que sinon ça ne marcherait pas, de tenir compte des autres. Je vais voir des gens, je suis capable de diagnostiquer, je suis capable de prévenir. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste se coordonner un peu ensemble? Donc, pour l'essentiel, chaque acteur est dans son rôle, dispose déjà des moyens. Et puis, il faut de temps en temps un petit coup de pouce, parce que je voudrais avoir une action de communication et que c'est pas gratuit, parce que le temps de coordination, il n'est pas gratuit, mais bon, il y a des endroits où on a des gens qui sont là pour nous aider à coordonner. Ça peut être les PTA, les CPTS, quand elles auront pris un peu de maturité, d'ampleur, auront un peu de temps pour ça aussi. Donc, on a aussi une grande partie des moyens. Je dis pas qu'on a tout ce qu'il faut, mais on n'est pas loin. Il manque pas grand-chose. Alors, si je reprends les questions, préconisez-vous une détection dans un premier temps par ésogère, par exemple, suivie par ICOP dans un deuxième temps? Sur le choix des outils, on va réfléchir à chaque fois sur qui je suis, qu'est-ce que je suis capable de faire et avec qui je vais m'organiser. Qui va toucher la population? Est-ce que ça va être plutôt des soignants? Est-ce que ça va être plutôt parce que j'ai des bons partenaires à la mairie ou à la mutuelle ou ailleurs? Est-ce que ça va être plutôt des non-soignants? En fonction de ça, je vais choisir mon outil. Sachant que, par ailleurs, quand je vais passer à la phase diagnostique, il faudra bien s'organiser et utiliser des façons de faire. On peut éventuellement effectivement utiliser ICOP parce que le step 2 d'ICOP, qui est vraiment le diagnostic gérontologique et gériatrique, lui, il approfondit en utilisant, là pour le coup, des outils soit clairement médicaux, soit pour le moins soignants. Donc on peut éventuellement faire ça, mais une fois de plus, c'est avec
quelles sont mes forces, avec qui je vais travailler, quelle population je vais toucher, en fonction de ça, quel est l'outil qui va être le plus facile à utiliser. C'est peut-être comme ça qu'on peut raisonner. À quel moyen de financement, voilà, la place à la diététicienne, bien sûr, mais aussi aux autres composantes de la capacité en particulier l'éducation santé et de prévention. Alors, si je vous comprends bien, se rapprocher d'une caisse ou d'une mairie pour évaluer une population locale dans une zone rurale est possible. À l'idée de s'organiser. Si c'était facile, on l'aurait déjà fait. C'est super dur à faire parce que personne ne l'imagine encore. Mais effectivement, pouvoir dire, je suis dans une zone rurale, je me préoccupe de ma population et j'aimerais bien faire la détection de la fragilité. Il y a de fortes chances que si je suis une maison de santé ou une CPTS et que je vais en discuter avec la communauté d'agglomération ou les communes alentours, en disant détection de la fragilité, capacité de savoir si notre population âgée va bien ou pas, est-ce que ça vous intéresse? Il y a 80% de choses qui vous disent mais oui. Et donc on vous dit ben voilà, nous on peut faire des choses, mais on a besoin de votre aide aussi parce que pour les contacter c'est pas facile et c'est vous qui avez les fichiers. Je vous rappelle que dans le plan canicule, les mairies ont l'obligation de tenir un registre, alors qui est plus ou moins bien rempli, hein, des personnes vulnérables qui ont bien voulu signaler, qui souhaitent se signaler pour être capable de le rappeler en situation de crise. Mais par ailleurs, les mairies, elles ont par définition la possibilité, pour de bonnes raisons, et la santé publique en est une, de contacter tous leurs concitoyens. Donc c'est sûr que c'est un acteur vachement fort. Si c'était simple, il l'aurait déjà fait. Mais oui, bien sûr que vous avez intérêt à vous rapprocher des acteurs qui sont capables de, peut-être dans une zone rurale, d'aller en discuter avec votre MSA. En disant, tiens, on aimerait bien mener cette action-là. Par contre, on a besoin de moyens de communication pour arriver à contacter ou faire un courrier aux gens pour leur expliquer. Parce qu'ils vont pas vous voir débarquer comme ça en disant, oui, oui, je vous parle de tous mes problèmes de santé alors que je pense que je vais bien. Et il va falloir expliquer. Donc, vous pouvez peut-être aller voir votre MSA, votre mutuelle, vos collectivités territoriales et vous rendre compte que ils ont la même préoccupation et le même problème, c'est qu'ils ont qu'un morceau du puzzle et vous l'autre. Alors, dans les questions les plus importantes, bon, merci pour ce partage. Ok, est-ce que j'ai oublié des questions? Dans les questions non répondues, importance de travailler en réseau, oui. Je suis sophrologue en milieu rural et c'est difficile parfois de travailler en collaboration car le corps médical est réticent. Et oui, c'est toute la splendeur et la misère de la coopération en général et de ce genre de projet. C'est si vous êtes tout seul, vous pouvez pas, ça marchera pas. On a dit qu'on n'était pas obligé d'avoir tout le monde, il faut que vous ayez au moins un ou deux acteurs complémentaires. Voilà, dans le jeu des 7 familles, vous n'êtes pas obligé d'avoir toute la famille, mais il vous faut au moins le père ou la mère, enfin il en faut au moins 2 ou 3 cartes. Et de cette façon-là, vous pouvez avoir cette ambition-là et ce courage et le plaisir, hein, parce que c'est vraiment génial de travailler sur ce genre de choses. Voilà, je regarde les questions. Est-ce que j'ai des questions non traitées? Non, j'essaie de voir si on m'envoyait un petit message pour me dire qu'il y avait des choses à prendre en compte. Et écoutez, c'était un peu superficiel, c'est qu'une première introduction. Mais une fois de plus, on voit bien, les outils existent, ils sont gratuits. Le raisonnement, il est extrêmement simple. La mise en œuvre est extrêmement compliquée puisqu'on parle de coopération, mais hautement souhaitable parce que c'est ça qu'il faut faire pour accompagner nos populations âgées. Donc, ça mérite d'y réfléchir, d'aller un peu plus loin, de rassembler ses forces et de contacter, de faire un peu de diplomatie, et puis rapidement faire le tri. On a dit qu'on n'arriverait pas à convaincre tout le monde du premier coup. Donc faites le tri sur les 2 ou 3, le partenaire que vous pourrez avoir, qui complète votre jeu des 4 familles et qui vous permet de dire, eh ben ok, on va commencer sur un petit territoire, on peut faire. Et nous, Gérontopole Sud, on pourra
répondre de façon plus détaillée sur tel ou tel projet. Et puis surtout, parce que là c'est notre fonction, on est très intéressé par tout ce que vous pourrez faire et qu'on pourra de nouveau partager ensemble. Les situations sont différentes, les historiques sont pas les mêmes, mais c'est toujours passionnant de prendre exemple sur ce qu'ont fait les autres. Voilà. Eh bien, on a terminé notre heure de webinaire ensemble. J'espère que j'ai pu vous donner envie et apporter quelques éléments de réponse. Je vous rappelle, sur notre site, dans le dossier, ou sinon vous pouvez nous contacter pour avoir plus de précisions. Vous avez bien vu que c'était un sujet qui nous passionnait. On sera toujours ravis de vous apporter, j'espère, le plus possible. Voilà. Eh bien, écoutez, bon après-midi à tous.